Et on va parler ensemble, on va voir comment le conseiller bancaire peut-il utiliser le numérique pour servir ses clients. Parce que c'est clair que l'objectif de tout ça quand même, c'est de servir les clients. Et on va écouter tout de suite, une fois de plus, une question pertinente. On écoute. Les comptes bancaires, les impôts, la retraite, les économies, ça fait beaucoup de choses à regarder. C'est compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de plus simple? Faire simple et efficace, c'était donc la proposition de Damien et le questionnement de Damien. Monsieur Brice Pinault, que répondre à ce jeune Damien? Écoute Damien, moi j'ai juste une chose à te dire, c'est que tu as raison. C'est extrêmement compliqué et on a beaucoup de progrès à faire pour améliorer cet état de fait. Alors, en quelques mots, on parle aujourd'hui, le sujet c'est bien la banque de détail. Si on fait une analogie avec le type de service que nous avons en gestion privée ou en gestion de patrimoine, on constate qu'à peu près 10% de la clientèle française bénéficie de gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, c'est simple, c'est de l'approche globale et la capacité pour un individu de visualiser tout son patrimoine par l'intermédiaire d'un conseiller et d'obtenir un traitement adapté et des investissements rentables sur son cycle de vie. Seulement 10%. À peu près 10% de la population, et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que ce sont ces mêmes 10% qui possèdent des actions. Et ces 10% qui possèdent des actions, c'est pas moi qui donne le chiffre, c'est l'AMF. Entre 88 et 2013, si vous êtes positionné sur le CAC 40, 100 en 88 vont donner 520 en 2013, coupons réinvestis. Maintenant, si on regarde le reste de la population qui effectivement est dans les banques de détail, donc à peu près 60% de la population qui possède une capacité d'épargne en France, ce sont à peu près 30% qui n'ont pas les moyens d'épargner, ces 60%-là ne bénéficient pas des mêmes types de services de gestion de patrimoine. Et donc ont plutôt une épargne orientée vers l'épargne de précaution. Alors si je fais le parallèle avec le CAC 40, l'épargne de précaution en France, on va prendre l'emblématique livret A, 88, 100, 2013, 140. Il y a un sujet. Et le digital aujourd'hui va permettre à la banque de demain de traiter ce sujet et d'aller véritablement enfin vers la démocratisation du conseil. Alors la question c'est le comment. Et bien, le comment, c'est, la table ronde précédente a évoqué le sujet de l'agrégation, et on a parlé d'agrégation de finances personnelles, mais l'agrégation, ça peut être bien plus que ça. Ça peut être l'agrégation de toutes les données patrimoniales d'un individu. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est multibancarisé. Alors en moyenne, un Français a 2,01 banques. Plus on monte en gamme, plus il y en a. Hors épargne salariale et hors épargne retraite. C'est-à-dire qu'en moyenne, chacun d'entre nous a au moins 3 établissements dans lesquels il a des intérêts financiers. L'agrégation, pour un banquier, si on offre ce service sur un portail bancaire, ça va permettre à un individu client d'une banque de récupérer tous ses avoirs financiers, de pouvoir les exposer éventuellement à son chargé de clientèle. Donc, partager cette donnée avec son chargé de clientèle. On va pouvoir monter sur ces portails de l'analyse patrimoniale en ligne, donc comme le disait ce jeune homme, des services de calcul de retraite, du service de calcul d'impôt, des services qui vont pouvoir gérer aussi l'horizon de vie de l'individu, ses différents projets de vie, échanger avec son conseiller et lui permettre d'avoir sans doute une allocation un petit peu meilleure. Et comme faciliter la vie de Damien à terme en fait. Ça sera faciliter la vie de Damien et peut-être déjà de ses parents quand même, parce que vu l'âge de Damien, ses parents ne doivent pas être encore trop vieux. Et le troisième point important qui a aussi été évoqué, on a parlé de gamification tout à l'heure, on a un sujet de fond qui est la bonne compréhension des gens en général, donc des particuliers que nous sommes clients des banques, mais aussi des conseillers de clientèle dans le monde bancaire, des mécanismes financiers, de ce que c'est que la gestion de patrimoine. Souvent, un des problèmes qu'on a, c'est je ne vais pas aller vers la bourse parce que c'est dangereux, je ne sais pas ce que c'est. Donc une des idées sous-jacentes, c'est que sur ces portails, on porte des outils qui seraient ce qu'on appelle des MOOC. Alors les MOOC, je ne sais même plus ce que veut dire l'acronyme. Massive Open Online Concise. Ouais, mais je sais pas des cours massifs en ligne sur le web, quoi. Je ne sais pas si Damien est dans une école bilingue. Donc, il doit connaître déjà. Hein. Il doit connaître. Et donc ces MOOC, plus la gamification, ça doit pouvoir permettre sur des systèmes d'apprentissage relativement courts de transférer de l'information et du savoir à des particuliers et de leur permettre d'accéder à des produits un peu plus sophistiqués que ceux qu'ils avaient auparavant dans le cadre de leur cycle de vie. L'idée de fond, c'est démocratisation du conseil pour une meilleure rentabilité des actifs des particuliers, un meilleur routage de l'épargne collective, non plus vers l'épargne de précaution, mais plutôt vers de l'épargne productive. Et puis troisièmement, une meilleure segmentation pour les banques et une meilleure rentabilité pour les banques.
Merci, Monsieur Pinault. On va écouter une autre question maintenant. Est-ce que c'est pour créer des nouveaux services que les banques et les fintechs travaillent ensemble? Ah, je sens que Alexandra Gaillard va répondre. Donc, je vais répondre. Bonjour à tous déjà. Et basiquement, oui. Donc effectivement, ils vont aujourd'hui. Enfin, il y a eu un temps où on se disait que les fintechs allaient devenir des banques. Je crois que ça, on a passé ce stade-là, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un. Les fintechs et les banques, c'est un mix entre de la coopération et de la compétition finalement, et que le fait que demain banque plus fintech, finalement, c'est 1 + 1 = 3. On est en plein dedans. Donc on a chacun, je pense, a intérêt à travailler avec l'autre en appuyant sur ses points forts. On a des fintechs qui ont dans leur ADN d'inventer des expériences clients absolument géniales, qui ont dans leur gène d'être hyper agiles, d'avoir une grande capacité à innover. Et pour autant, on a quand même des banquiers qui ont un vrai contact humain avec leurs clients tous les jours, qui ont quand même une assise financière et qui ont un réseau de distribution qui est quand même sympathique. Et donc le mix des deux, c'est ça qui va créer de la valeur pour les clients finaux et qui va faire des nouveaux services et là-dessus. Quand on a travaillé donc du coup dans le cadre du livre blanc, on a beaucoup parlé donc de ces usages avec ces nouveaux clients, et un des exemples sur lequel on a pas mal échangé, c'était les paiements par exemple. Le paiement, on voit bien qu'il y a une course à l'usage entre les banques et les fintechs. On a d'un côté des banques qui cherchent avec S-Money par exemple, le groupe BPCE, enfin chacun essaye de créer des nouveaux usages. De l'autre côté, on a aussi des fintechs qui sont pareils, qui essayent de développer donc le peer-to-peer, qui essayent pas d'ailleurs, qui ont développé le peer-to-peer, faut que j'arrête, avec par exemple Lydia ou Pumpkin. Donc on a finalement... Ça crée une émulation en fait, ça crée une émulation, une dynamique les uns les autres. Là, ils sont en coopération, compétition, je crois que c'est le mot à la mode maintenant. Coopération, compétition, voilà. Et donc effectivement, il y a cette dynamique, et on voit bien qu'on crée finalement une nouvelle expérience client avec des usages qui étaient connus. Donc typiquement sur les paiements, vous allez au resto avec vos copains, chacun paye sa part aujourd'hui avec son mobile, et voilà. Et donc ça c'est concret, c'est un nouvel usage. Et à la fois les banques et les fintechs travaillent quelque part sur ces sujets ensemble, et s'alimentent l'une l'autre. On a un autre exemple en termes de canaux de distribution, par exemple. Qui aurait imaginé un compte bancaire sans banque qui s'ouvre dans un bureau de tabac il y a pas si longtemps? Je pense qu'on n'était pas grand monde dans la banque à l'avoir imaginé. Et pour autant, on a une néobanque avec le compte Nickel qui aujourd'hui, en 5 minutes, scanne votre pièce d'identité, vous ouvre un compte. Donc ça, et donc ces néobanques, finalement, elles rendent service à la banque parce qu'elles la font avancer. Donc on a bien cette expérience client finalement qui est en train d'être révolutionnée par les fintechs, mais auxquelles les banques sont très... Alors tout le monde a parlé de... Enfin moi j'aime souvent dire que finalement les fintechs c'est un peu la R&D des banques, hein, c'est la R&D externalisée des banques, et que c'est tout cette émulation, alors intellectuelle, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais en tout cas qui fait avancer le schmilblick et qui crée de nouveaux services. Voilà. Thierry Regnault de Montjon, pardon. De Montgon. De Montgon, pardonnez-moi. Mes excuses. Pas de souci. Que pouvez-vous ajouter ? Oui, alors d'abord, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis vraiment impressionné par le niveau intellectuel des enfants quand je vois le... Il y a quelques enfants de banquiers, alors évidemment peut-être que ça joue. Quand je vois les questions posées et surtout les réponses qu'on y apporte, pour les comprendre, je pense qu'ils doivent avoir un sacré niveau intellectuel. Et puis je crois qu'il y a une question dans 2-3 minutes sur la blockchain. Alors là, je pense que l'enfant il doit avoir un QI de 145. On se la garde. Voilà. Alors effectivement, la question qui est la même que celle qu'a traitée Alexandra, c'est est-ce que c'est pour créer de nouveaux services que les banques et les fintechs travaillent ensemble. Sur le travail ensemble, moi j'étais la semaine dernière au Web Summit à Lisbonne, c'est l'équivalent européen du CES de Las Vegas, hein, qui aura lieu en janvier. C'est tout à fait extraordinaire. Vous avez des centaines de startups, des centaines d'investisseurs, des dizaines de milliers de personnes qui viennent. Vous aviez évidemment toutes les banques, les grandes banques françaises qui étaient là, avec des fintechs. Hein, donc le maillage, il est déjà là. Vous avez Start-in Post avec la Banque Postale, pour ne citer que, mais il y avait aussi la Société Générale, la BNP, Start-in Post qui était avec Fluo, qui était avec Neomi, hein, qui était là face au monde entier, hein, aux investisseurs du monde entier. Donc le travail ensemble, il est là.
Il est en train de s'accélérer. Les banques et les fintechs ont besoin de réseaux dans tous les pays pour travailler ensemble sur des projets concrets, regarder dans quel process les fintechs peuvent intervenir, parce que c'est quand même souvent comme ça que la synergie se fait. Et ces réseaux d'incubateurs et d'accélérateurs sont en train de se mettre en place. Nous-mêmes, chez Deloitte, on a, avec les 3 premiers incubateurs en Californie, notamment 500 Startups et Plug and Play, des accords pour les faire venir en Europe et pour pouvoir travailler avec les fintechs et les banques. Donc c'est en train de s'accélérer. En ce qui concerne les services, nouveaux services, à travers cette collaboration banque et fintech, bien sûr, moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe, je dirais, c'est qu'on voit 2 choses. À partir d'un usage, une fintech se crée et elle va pouvoir devenir une banque. Alors oui, il y a comment tu as dit, la compétition, on est d'accord, mais pour reprendre l'exemple de Pumpkin, quand on voit leur projet, quand on voit leur intention, derrière la cagnotte, il y a une carte de crédit, il y a du crédit, il y a du placement, ça va arriver sur la base de clientèle de départ. Alors, c'est pas très grave pour les banques, puisque un des principaux actionnaires de Pumpkin, c'est Crédit Mutuel Arkéa. Au contraire, c'est la stratégie de Crédit Mutuel Arkéa. Dans l'autre sens, eh bien, des banques qui se conçoivent dès le départ comme des fintechs et qui partent justement donc d'usages assez simples sur lesquels on crée une vraie différence. C'est les néobanques, Alexandra en a parlé. On doit citer évidemment Atom qui était au Web Summit. Atom qui propose une expérience client dite empathique, voire même télépathique, voilà, grâce à de l'auto-apprentissage, des machines d'auto-apprentissage. Alors certains disent que ça sera juste une banque sympathique, on va voir. Mais aussi avec des produits assez innovants comme de l'instant loans, qui renouvellent un peu le crédit conso. Il y a aussi Clearbank, qui est, elle, focalisée sur les 50 millions de TNS et d'auto-entrepreneurs aux États-Unis, ou encore Moniz pour les expatriés. Voilà ce que nous pouvions en dire. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir éclairés sur ces différents sujets. Je vous invite à rejoindre la table.